et peut-être plus penser en termes de qualité d'infrastructure que d'expansion des infrastructures. C'est quelque chose avec une idée avec laquelle vous êtes en phase. On n'a pas forcément besoin de nouvelles infrastructures. Ça peut être déjà une concentration sur ce qui existe. Je réfléchis avant de répondre. Non, il est clair qu'au niveau qualité d'infrastructure, de rénovation, ça fait des années qu'on le dit, donc je ne vais pas vous dire le contraire, c'était indispensable. La vision, la visibilité, tant pour l'État, les collectivités, les entreprises, c'était vraiment un mal nécessaire et il faut continuer là-dessus. On a vraiment, me semble-t-il, franchi un cap, on va voir dans les semaines qui arrivent, mais ce Conseil d'orientation des infrastructures et cette loi sur les mobilités, c'est quelque chose qu'on attendait depuis des années. Nous, on s'est aussi battu en disant on ne peut pas tous les ans se demander comment on va financer. On n'a pas parlé de la FIC, mais tous les ans, c'était un peu Jojo la bricole, comment on va faire. Et ça, c'était franchement plus possible. Sur les grandes infrastructures, évidemment, je mets un petit bémol quand j'entends dire à chaque fois qu'on a fait trop de LGV. Moi, il y a une j'en parle souvent, on en a beaucoup parlé dans le Conseil des infrastructures, de la ligne Bordeaux-Toulouse, notamment, qui économiquement, même si je vois quelques têtes de la SNCF ne seront pas forcément d'accord avec ce que je dis, mais en tout état de cause, il la faut. Après, on peut se poser des questions sur la ligne Bordeaux-Dax-Hendaye, où au Conseil des infras, on a dit effectivement, celle-là, économiquement, j'entends, on peut la retarder. Après, la question pourra se poser politiquement. Politiquement, au niveau de l'Europe, quels signes on veut envoyer? Alors, ce sont des signaux un peu chers, je vous l'accorde. Mais quand on regarde, on a parlé de l'Italie, ce qui se passe aujourd'hui en Italie, est-ce qu'effectivement, on doit rester comme ça sur nous-mêmes? Ce n'est pas moi qui vais prendre la décision. François Poupart parlait tout à l'heure de... Ça fait beaucoup d'argent, tout ça, et c'est vrai que ça fait beaucoup d'argent. Mais quand on parle d'ambition, quand on parle d'attractivité du pays, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que avec le non-investissement qu'on a eu pendant des années, on a un pays qui est devenu beaucoup moins attractif. Et c'est là aussi où les politiques se sont rendus compte que peut-être il fallait inverser la tendance et remettre de l'argent. J'ajoute que quand on compare au budget de l'État, 380 milliards, à la protection sociale, 650 milliards, on parle de 600 millions sur le scénario 2 de plus par an. Soyons sérieux. Même si j'entends bien qu'on va chercher 1 million par-ci, 1 million par-là, et je sais toutes les difficultés qu'a la DGITM, le ministère des Transports avec Bercy, qui n'ont de cesse que d'expliquer qu'il ne faut pas faire. Puisque si on est à peu près tous d'accord ici sur le diagnostic, il n'y a que Bercy qui n'est pas d'accord. Forcément, quand on n'est pas d'accord et quand il n'y a rien à faire, ça évite d'aller chercher de l'argent. Mais il faut de la volonté politique. Moi, je me bats depuis des années sur la volonté politique, sur la pédagogie. Alors François Poupart, il va se dire, il est sympa, Cavagné, mais bon, nous, on a à compter et à aller trouver l'argent. Mais moi, c'est pas à la limite. Je dis, je suis pas haut fonctionnaire, je suis pas élu, j'ai pas de droit de réserve et je peux dire ce que je veux. Dans la mesure où, me semble-t-il, c'est l'intérêt général. Et c'est ce qui, d'ailleurs, a été notre ligne de conduite dans le Conseil d'orientation des infrastructures, l'intérêt général. On n'a pas toujours été tous d'accord, mais on a tous signé parce qu'il nous semblait que c'était l'intérêt général. Et aujourd'hui, moi, je veux continuer à porter cet intérêt général. Et la grande différence, d'ailleurs, avec Mobilité 21, qui nous a d'ailleurs beaucoup servi, heureusement qu'il y a eu Mobilité 21, sinon ce n'est pas en 4 mois qu'on aurait réussi à faire tout ce travail, c'est que ça va être inscrit dans la loi. Et c'est très important parce qu'on s'est rendu compte notamment qu'entre 2013 et 2018, sur tous les projets ou les 3/4 des projets qu'on avait regardés, il ne s'était pas passé grand-chose. Et derrière, si on n'a pas un conseil qui va voir ce qui se passe, qui va retravailler sur des problématiques, parce que là aussi, on a bien vu qu'on avait des problématiques. Je pense notamment à l'A45. Alors si je mets ma casquette de FNTP, je vais me dire, il faut faire l'A45. Si je me mets ma casquette de conseil d'orientation, je vois bien qu'il y a une problématique là-dessus, de congestion, on rajoute la congestion. Donc il va falloir qu'on reprenne des dossiers pour retravailler là-dessus. Mais le travail qui a été fait a été vraiment un travail sérieux. Alors évidemment, que le gouvernement pourra faire ce qu'il veut, par définition, enlever des projets, en mettre d'autres. Tout ça n'est pas très grave dans la mesure où on aura 1 de la programmation, 2 du financement. Et je me bats, François le sait, beaucoup pour que le financement soit là, pour que la programmation soit là, pour que l'ambition soit là.
Alors quand j'entends là aussi dire sur le scénario 2, on va essayer de faire le 2, mais en intégrant les sociétés de projet, vous imaginez que Bercy évidemment est à la manœuvre là-dessus, évidemment je dis c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'on a de l'ambition? Est-ce qu'on veut vraiment rénover nos infrastructures? C'est tout ce combat, parce que c'est un vrai combat, qu'on continuera à porter, que ce soit à TDIE, que ce soit à la FNTP, au Conseil d'orientation, parce qu'il ne faut rien lâcher, et il faut continuer à avancer, parce que le pays en a besoin, économiquement, on en a besoin. Un dernier mot, Louis, tu parlais tout à l'heure du 3 juillet, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est l'élection du président du MEDEF. Et suivant le président qu'on aura, je porterai aussi la cohésion des territoires, la fracture sociale, la mobilité, le logement, tout ce qui peut aider nos territoires à être un désenclavé et à retrouver de l'économie, parce que ça me paraît extrêmement important, mais surtout ne lâchons rien. Vous parliez d'intérêt général, ça veut dire que ce qui nous a été exposé et ce que la ministre défend, c'est-à-dire un changement de paradigme ou plutôt penser service que penser infrastructure, ce que Éric Charéron a un peu présenté tout à l'heure aussi, qu'il faut avoir une approche en termes de service, vous estimez que ça ne suffit pas à avoir cet intérêt général? Qu'on ne peut pas se permettre de faire passer les infrastructures au second plan? Ah non, mais ça c'est clair. Le service, c'est très bien, mais on ne peut pas laisser passer les infrastructures au second plan. Franchement, si on n'a pas d'infrastructures en état, que ce soit sur le ferroviaire, enfin, regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours avec une pièce qui date de 1966. J'avais 3 ans, j'ai rien contre la SNCF, mais on voit bien qu'on arrive à bloquer une gare entière à Paris parce qu'une pièce est défaillante de 66. On voit bien que si on n'est pas capable d'entretenir, de régénérer, on pourra avoir tous les services qu'on veut. Si l'infrastructure n'est pas en état, ça ne marchera pas. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, bien sûr, les services, on est tous là, on est tous d'accord pour avoir des services. Mais entretenons les infrastructures. Il ne faut pas se mettre la main devant les yeux en se disant « mais ça suffira, on verra ». Quand on parle de la voiture autonome, formidable la voiture autonome, quelle qualité d'infrastructure ? Sur quoi va rouler la voiture autonome? Moi, je veux bien. Voilà. Est-ce qu'elle va rouler sur des nids de poules? Alors, on m'explique qu'avec l'intelligence artificielle, on va tout régler. Parfait. Moi, j'attends de voir. OK. Mais encore une fois, il y a plusieurs combats à mener. C'est pas l'un contre l'autre. Mais ne nous trompons pas. Franchement, l'entretien des infrastructures et le développement de certaines infrastructures, on n'a pas parlé du maritime aussi, où là aussi, il y a une vraie politique, savoir ce qu'on va faire au niveau du maritime. Voilà, je ne vais pas, parce que déjà ils ont chaud, soif. Je pense que sur l'entretien là-dessus, il y a un accord. Effectivement, c'était plus sur les nouvelles infrastructures. Éric Charéron, en fait, quand on parle de ces infrastructures, il y a aussi derrière le fait qu'il faut répondre à un besoin parce qu'elles sont saturées. Il s'avère qu'en réalité, elles sont saturées surtout à l'heure de pointe et que les 3/4 du temps, elles sont plutôt sous-utilisées. Est-ce que vous pensez que du coup, il faut avoir une politique d'infrastructure qui soit capable en permanence de répondre à la demande maximale, ou alors est-ce qu'on peut faire les choses autrement? Et voilà, et donc bon, pour le coup on repasse au pensée service. Mais Oui, de toute façon, enfin, moi je suis assez d'accord, les deux sont liés, c'est-à-dire que les infrastructures, c'est ce qui va permettre de pouvoir assurer une qualité de service bonne tout le temps. En revanche, le dimensionnement pour l'hyperpointe de l'infrastructure, là-dessus on peut peut-être se poser des questions en cherchant quelques solutions alternatives, notamment parce que tout ne pourra pas se faire dans les prochaines années. Donc c'est vrai que les recherches qui permettent de se dire, alors sur l'étalement horaire, c'est tout bête, mais qui permettent de dire que comme une agglomération comme Rennes Métropole, depuis 4 ans, n'a pas investi une rame de métro, alors qu'il devait racheter des rames de métro pour faire face à l'afflux des étudiants, en disant c'est simple, c'est 2 ans de dialogue avec le bureau d'étang, qui joue des rôles essentiels dans les agglomérations où elles sont, avec l'agglomération, avec les opérateurs, toutes tendances confondues. C'est dire, voilà, la moitié des étudiants rentrent à 8h15 et l'autre à 8h30. Donc là, typiquement, ça fait des solutions d'attente pour garder cet argent pour d'autres infrastructures qui en ont vraiment besoin. Parce que le métro de Rennes, il est bien dimensionné. Enfin, je veux dire, donc ça permet aussi de l'investir sur des endroits où il y a plus d'enjeux. Mais il y a aussi autre chose. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a par exemple énormément d'occasionnels. Avec le numérique, on peut faire du prédictif. Aujourd'hui, quand on va en Suisse, quelle que soit la liaison qu'on fasse, je fais Zurich-Detikon, on vous dit, sur le départ que vous allez emprunter à 17h40, celui-là, il est complet. Par contre, vous prenez 17h52, le train qui va à Bâle, c'est bon, il y a de la place assise. Donc là aussi, c'est pareil. En mesure d'attente, on peut combiner les deux. C'est-à-dire qu'on peut essayer, malgré tout,
de faire en sorte que de ne pas toujours dimensionner pour le quart d'heure de point de maxi, en essayant d'informer les gens sur aussi d'autres possibilités. Le réseau routier le fait assez bien. En transport public classique, on n'est pas encore très bon. Or, on oublie que la majorité des gens sont d'abord des occasionnels. Tout le monde ne peut pas le faire, mais ça pourrait le faire. Il y a d'autres idées, je veux dire, Lyon et Bordeaux le mettent bien en place dans la coordination TER et réseau urbain, c'est de dire qu'avant d'arriver en gare centrale, on dépose les gens avant. On leur offre le choix entre accéder le plus vite au centre-ville, où les gares sont déjà surchargées, on leur permet de contacter le métro à la gare d'Oulin, gare de Vénissieux, ou à Pessac, à Louette, ou à Senon, à Bordeaux. C'est-à-dire qu'en fait, plutôt que d'amener tous les gens jusqu'à la gare centrale, on leur offre le choix et ça répartit les gens entre plusieurs pôles d'échange et sur plusieurs lignes de tramway. C'est juste en combinant des pistes comme ça qu'on peut éventuellement, étaler des investissements qui ne pourront pas tous se faire la même année et peut-être éviter de faire des infrastructures qui soient dimensionnées que pour la demi-heure, la pire, pendant 180 jours par année, pour que ce soit toutes les infrastructures qui puissent bénéficier sur une période de temps un peu plus longue éventuellement. Mais c'est des réflexions de ce type-là qui peuvent être combinées, quoi. Oui, François Boupard, je voyais tiquer à un moment. Si, bien sûr. En fait, j'étais en train de penser que il y a l'hyperpointe, bien sûr, mais il y a le fait que, par exemple, on fait rouler des Mi-2N en triplette à Malesherbes, il y a 2 personnes dedans, ou 10. Et puis même, on fait rouler des trains dans certains coins de France où il y a 20 abonnés qui utilisent le train. En fait, on fait surtout du transport de ferraille, hein. Et quant aux voitures, vous regardez le périph' à l'heure de pointe où tout le monde est à 20 à l'heure, c'est complètement blindé, on ne peut plus faire rentrer une seule voiture. Mais dans les voitures, il y a 4 places libres. Et donc, en fait, on génère, le système est d'une grande inefficacité, on génère beaucoup trop d'offres par rapport à la demande, mais elle n'est pas là où il faut. Et je pense que là, il y a quand même une vraie réflexion qui est à infrastructure égale, comment améliorer les services pour que l'offre rencontre la demande et que, alors, on peut tout imaginer, mais je pense que les technologies numériques permettent de mieux faire rencontrer l'offre de la demande. Mais aujourd'hui, on produit beaucoup plus de transports dont on a besoin. Et pour autant, les perspectives, justement, si on adopte une vision un peu de prospective, c'est que les déplacements vont fortement augmenter dans les prochaines années, que ce soit alors énormément sur la longue distance, mais aussi sur la courte distance. Comment vous intégrez cette dimension? Parce que là, évidemment, je pense que dans le rapport du COI, peut-être Philippe Buron pourra nous en dire un mot, mais comme ça a été fait à moyen terme, il y avait à intégrer cette dimension-là. Mais comment justement, là, effectivement, peut-être que dans le train, actuellement, il n'y a pas grand monde. Peut-être que dans 20 ans, il sera surchargé. Comment, dans la programmation que vous êtes en train de faire, vous intégrez ces éléments-là? C'est sûr que la programmation des infrastructures, elle parle des infrastructures. Et je suis comme Bruno Cavagné, il n'y aura pas de service sans infrastructure. Enfin, les transports, c'est une activité où il faut quand même des trucs pour faire rouler les véhicules. Ça, c'est un petit peu la base. Et donc, et puis la deuxième base, c'est qu'il faut s'occuper des infrastructures existantes parce que sinon elles tombent en ruine. En général, elles tombent en ruine de manière suffisamment systémique pour qu'il y ait des effets de basculement, des effets de sécurité dans le ferroviaire, des ralentissements successifs de services ferroviaires pour maintenir la sécurité, et au bout du compte, une perte de qualité de service qui finit par se voir. Mais ce que j'essayais de dire, c'est que on a le sentiment, comme dans toutes les révolutions technologiques, on ne sait pas bien ce qu'il y aura au bout de la révolution, hein. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et j'imagine que nos lointains prédécesseurs, quand les premières voitures à explosion ont commencé à rouler, se sont dit, c'est quoi ce truc? Ça va quand même moins vite qu'un cheval. Tout ça est absurde. Mais on peut quand même anticiper aujourd'hui que l'intelligence artificielle et le numérique permettront de beaucoup mieux mélanger, de beaucoup mieux faire correspondre l'offre et la demande de transport. Aujourd'hui, moi, je suis persuadé qu'on fait rouler aux marges du système des véhicules qui ne sont pas pleins. Voilà. Alors,
je ne parle évidemment pas de Châtelet-La Défense à l'heure de pointe, qui est une liaison que je connais bien. Et là, je peux vous dire qu'il n'y a pas trop de place perdue, hein. Mais globalement, quand on regarde sur l'ensemble du pays, il y a encore beaucoup d'optimisation à rechercher. Et je pense que l'optimisation, il faut faire confiance. D'abord, il faut développer. Ensuite, il faut faire confiance en les nouvelles technologies pour ça. Je pense que... de toute façon, on commence à le voir. Dans les zones urbaines, il y a beaucoup plus de covoiturage, beaucoup plus de voitures partagées qu'avant. Et vous avez des nouvelles technologies comme Uber ou Hitch qui vont essayer de faire du business sur ce genre de choses. Donc ça veut bien dire qu'on peut avoir de nouvelles réponses. L'une des cartes que vous nous avez présentées tout à l'heure, Michel Savis, c'était sur les projets métropolitains. Vous nous en avez parlé tout à l'heure, ces fameux RER dans toutes les métropoles. C'est vraiment quelque chose qui tient à cœur à la ministre. Elle en parle assez régulièrement. Michel Savis, est-ce que vous pensez que finalement la carte la plus importante, c'était pas celle-là? Et dans ces cas-là, comment aussi on fait pour quand même pas avoir juste une vision... donc vous parliez tout à l'heure d'une vision... Avant, on avait une vision d'axe, maintenant potentiellement une vision centrée sur les métropoles, mais comment on n'oublie pas le reste du territoire? Oui, ça a été bien dit. C'est dans les métropoles qu'il y a la congestion. C'est là dans les métropoles qu'il y a le plus grand nombre de transports quotidiens, mais il y en a aussi ailleurs. Donc on a raison de porter les efforts sur cette zone. Mais je crois qu'il ne faut pas opposer non plus les choses de façon caricaturale. Quand on prend un TGV, on prend souvent un TER à la fin. Et je ne dirais pas, il y a le train des longues distances qui sert à rien ou qui est pour les cadres ou pour les riches, et puis le train quotidien qui est pour les citoyens respectables. Je vous rappelle que les TGV sont remplis à 65% et les TGV ne sont pas subventionnés, et que les TER sont subventionnés à 70%, ils sont pleins à 25%. Donc ça veut dire aussi qu'il y a de l'infrastructure, qu'il faut dire qu'une gare, c'est un système atrocement compliqué. Faire tourner une grande gare avec tous les recoupements de voies, de garages, de circulation, etc. Il y a une gestion relativement séparée d'ailleurs de la gestion des lignes. Donc il y a énormément de progrès à faire dans la gestion des gares, de leur capacité. J'étais en Allemagne tout récemment. On met deux trains sur le même quai et l'information est adéquate, les gens comprennent très bien que si on va à un bout du quai, on part dans un sens avec un train, que si on va à l'autre bout du quai, on part dans l'autre sens avec un autre train, et qu'on a doublé ainsi la capacité de traitement du quai en question. Mais encore faut-il que ce soit fiable, que ce soit dans les habitudes des gens. En Suisse, on fait du cadencement avec du changement à la minute près, quai à quai. Et donc les gens n'ont pas la même exigence de transport sans correspondance qu'en France, parce que les correspondances sont optimisées elles aussi. Donc on voit bien qu'il ne faut pas qu'on ait un débat caricatural où tous les services, où sans infrastructure, il n'y a pas de service. Mais les infrastructures, il faut savoir s'en servir le mieux possible et innover aussi sur les méthodes d'exploitation et de gestion. Voilà, donc ma réponse est un peu mi-chèvre, mi-chou, mais je crois qu'il faut qu'on ait une pensée systémique et pas se raccrocher à une idée comme la solution miracle qui va résoudre tout le reste. Il faut agir simultanément sur tous les éléments du dispositif. Bruno Cavagné, peut-être sur cette dimension aménagement du territoire, vous défendiez tout à l'heure une LGV Bordeaux-Toulouse, où François Poupart parlait de ces projets métropolitains. Comment on fait pour, vu que les moyens sont contraints et que les besoins dans les métropoles sont très forts, vous prioriseriez ça comment ? Je vais aller à Bercy, donc, parce que... Non, mais je crois qu'on a fait des choix au Conseil d'orientation avec ce qu'on vient de dire, la mobilité du quotidien et certaines lignes LGV. Encore une fois, effectivement, il ne s'agit pas d'opposer, mais quand une ligne LGV, ça fait 30 ans qu'on dit à une population, vous allez la voir, et qu'on lui dit, après lui avoir encore promis pendant quelques mois, vous allez la voir, et puis qu'on lui dit vous ne l'avez plus, c'est très compliqué. Donc là aussi, ce qu'on a réussi à faire au Conseil d'orientation, c'est une piste. C'est pas la panacée, franchement. Voilà. Mais quand on parle de budget contraint, si on avait commencé à faire ce que voulait Bercy, on n'aurait rien fait. Franchement, c'était même pas la peine d'avoir un Conseil d'orientation ou une loi de programmation, puisque par définition, ce que je disais tout à l'heure, il n'y avait pas de besoin.
Donc après, c'est qu'une volonté politique, des priorités. Qu'est-ce que veut le gouvernement? Qu'est-ce que veut le président de la République? J'aurais tendance à dire qu'est-ce que veut le président de la République, qui a été le porteur de ce changement. Et au final, c'est lui qui va trancher, savoir qu'est-ce qui est important, où on va chercher l'argent. On voit bien qu'effectivement, aller chercher 600 millions d'euros sur le scénario 2, en ce moment où la SNCF est encore un peu en grève, si on va expliquer qu'on va mettre une vignette, c'est les transporteurs qui ne vont pas être très contents. Et je comprends bien que le gouvernement hésite aussi. Mais à un moment, quand on est élu, il y a des décisions à prendre. Et comme on n'a pas pu, ce que voulait faire Louis Nègre au départ, que la mobilité paie la mobilité, ou de réaffecter ce qu'on voulait faire, bon, c'est aujourd'hui pas possible dans les contraintes budgétaires, il y a des choix à faire. Maintenant, chacun a fait son travail, que les élus, que le gouvernement prennent des décisions, assument leurs décisions et qu'on avance surtout là-dessus, parce qu'on nous a fait bosser pendant 4 mois à fond. On a bien compris qu'il y avait eu d'autres priorités entre-temps, mais maintenant il faut que ça sorte, il faut que la LOM sorte là avant l'été et que derrière on puisse embrayer parce que bon, ça va quoi. Justement, vous parliez donc, du gouvernement et des élus. François Poupart, là, vous nous avez expliqué un changement de méthode, finalement. Est-ce que vous pensez que les élus vont être en phase avec ce que vous... Parce que finalement, ces questions d'infrastructure, ça fait l'objet de tractations, pas toujours avec des considérations que de transport d'ailleurs. Donc voilà, et peut-être que Louis Nègre pourra réagir là-dessus d'ailleurs. Est-ce que quand on va leur annoncer que c'est telle liste et puis elle ne bougera pas et puis c'est comme ça et il y aura forcément des mécontents, vous avez anticipé que certains s'en agacent? Comment vous imaginez le débat après au Parlement aussi, où il peut y avoir une tendance de la part de certains députés ou sénateurs à toujours défendre leur projet en circonscription? Alors, évidemment, quand on fait ce genre d'exercice, il y a des gens qui sont un peu plus contents que d'autres. C'est inévitable et c'est la raison pour laquelle la LOM a procédé d'un travail de concertation et même que ceci a été formalisé dans le Conseil d'orientation des infrastructures dans lequel se trouvaient non seulement des experts mais aussi des parlementaires, des élus qui se sont appropriés l'ensemble du dossier, pas simplement du point de vue de leur circonscription mais dans sa globalité pour essayer de rechercher une forme d'intérêt général. Alors après, on peut dire qu'ils n'ont pas très bien travaillé, on peut faire toutes les critiques qu'on veut, mais en tout cas, l'exercice a été réalisé, non pas d'une façon, je dirais, allez, j'ose le mot, jupitérienne, mais en tout cas en concertation dans le COI. Et c'est aussi la raison pour laquelle cette loi d'orientation des mobilités va comprendre une partie de programmation qui sera bien débattue au Parlement. Alors évidemment, au sein du Parlement, il y aura des contraintes. Je ne sais pas exactement d'ailleurs en termes de méthode comment on va s'y prendre, parce qu'on peut très bien avoir 3000 amendements sur un tableau qui fait 15 lignes, ça va être compliqué à gérer. Mais en tout cas, si on rajoute un truc, il faudra en enlever un autre, ça c'est sûr. Et il faudra que le tableau, à la fin de l'histoire, il soit carré. C'est-à-dire qu'il y ait autant de projets et d'euros qu'on a prévu de dépenses. Et du coup, une fois que le COI a travaillé, le gouvernement a suivi globalement, modulo quelques variations saisonnières, les préconisations du COI, le Parlement a tranché. Personnellement, je trouve que ça donne une assez grande légitimité à l'ensemble de la démarche. Après, bien sûr, il y aura des gens qui seront mécontents, c'est évident. Juste, du coup, on va passer au dernier point sur les financements, parce que vous disiez qu'à la fin, donc, on aura un tableau qu'il faudra bien équilibrer. Sur les recettes, les moyens, vous en êtes où? Dans quelle mesure on peut les flécher? Alors, là-dessus, pour financer les infrastructures, il n'y a pas 36 méthodes. Il y a les systèmes tarifaires ou les systèmes budgétaires. Alors, je dis ça au pluriel parce qu'en plus, on peut panacher les deux. On peut avoir des systèmes tarifaires avec un petit peu de budgétaire, de la subvention d'investissement en particulier. Mais quoi qu'il arrive, il y a quelqu'un qui paye et ce quelqu'un, c'est soit l'usager, soit le contribuable. Donc, nous, on a suivi, dans l'élaboration de cette programmation, on a suivi la préconisation du Conseil d'orientation des infrastructures qui disait, peut-être Philippe Duron me corrigera, mais qui disait en gros, quelles que soient les recettes fiscales,
de toute façon, tout ça, c'est du budgétaire, et il faut raisonner sur l'ensemble de la dépense publique en matière d'infrastructure. Et puis après, bien sûr, le gouvernement peut rechercher des recettes, mais on voit bien que sur le budget de l'État, si on recherche 300, 400, 500 millions supplémentaires, c'est pas vraiment ça qui fait la décision. C'est-à-dire que le budget de l'État, par construction, il n'y a pas d'affectation des recettes aux dépenses, même si je sais que Louis Nègre aurait souhaité qu'il en soit autrement. Mais du coup, la question, elle est un petit peu séparée. C'est-à-dire, petit 1, quelles sont les dépenses que nous acceptons de consacrer aux infrastructures ? Petit 2, quels sont les curseurs qu'on va bouger sur les recettes, qu'elles soient tarifaires ou fiscales ? Alors, sur les recettes tarifaires ou fiscales, nous réfléchissons dans 2 directions. La première, c'est de bouger quelques curseurs sur les recettes fiscales, et en particulier une question de déremboursement de TICPE. Aujourd'hui, vous savez que le gazole professionnel est déremboursé, de telle sorte que la taxe carbone qui vient renchérir la TICPE n'est pas acquittée par les gens qui achètent du gazole professionnel. Donc l'idée, ça serait de récupérer pendant quelques années une croissance de sorte que finalement cette niche fiscale arrête de grandir. Donc ça, c'est une réflexion en cours au ministère plutôt de l'Environnement que des Transports, qui est d'amenuiser finalement cette niche fiscale. Alors évidemment, ça va tomber sur les gens qui payent le gazole professionnel, forcément, donc, et en particulier les transporteurs routiers, les agriculteurs aussi, et d'autres catégories. Et puis la deuxième réflexion que nous avons, c'est le constat que les responsables de la dégradation des réseaux routiers, et en particulier des grands réseaux routiers, c'est bien sûr les poids lourds. Et aujourd'hui, l'impact d'un 44 tonnes sur la structure de chaussée, c'est à peu près 700 ou 800 fois l'impact d'une voiture. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que les poids lourds payent cette part sous forme d'un tarif, et là, non pas d'une redevance. Alors, on a appelé ça vignette, mais ça serait un tarif sous forme d'une tarification à la journée, à la semaine, etc. On éviterait l'idée d'un tarif kilométrique parce qu'on a déjà essayé ça par le passé, j'en sais quelque chose. Donc, et donc l'idée, ça serait d'avoir quelque chose de plus simple et plus rustique, mais qui serait de nature tarifaire et donc sous forme de redevance. Et là, à partir du moment où on dit redevance, il y a effectivement, cher Louis, l'affectation de la recette à une dépense. Mais du coup, qui serait forcément temporaire, puisque c'est quelque chose qui, du côté de l'Union européenne, c'est plus trop la cote, quoi, les vignettes temporelles. Alors, écoutez, d'abord, on est vraiment conditionnel. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les arbitrages ne sont absolument pas rendus. Ensuite, je ne sais pas ce qu'il y a la cote à l'Union européenne. En tout cas, aujourd'hui, moi, je lis les textes. Il y a une directive Eurovignette qui permet de faire des vignettes temporelles. Et tant que cette vignette n'est pas modifiée ou abrogée, je considère qu'elle s'applique. Donc, du coup, vous attendez d'en avoir définitivement fini avec les cheminots pour vous attaquer aux routiers ? On aurait pu parler des dockers aussi. Lors des dernières assises de la mer, le Premier ministre a fait des déclarations sur les grands ports maritimes. Non, effectivement, il y a une logique d'éviter de braquer tout le pays. En même temps, ça n'échappe à personne. Il y a une logique de réforme, ambitieuse et dans un rythme qui lui-même était, j'allais dire effréné, c'est pas tout à fait le terme, mais enfin qui est important. Donc voilà, il faut bien viser, je le confirme. On va garder donc ce petit temps qui nous reste pour des questions.